Bienvenue pour la dernière matinale du Comptoir des éleveurs, l'émission qui réveille le sommet de l'élevage. Alors là, j'espère que c'est bon, tout le monde est bien réveillé. Aujourd'hui, on va parler biosécurité avec l'INRAE et puis on aura un invité de marque puisque ce sera Victor Berton et Tonton tout à l'heure en fin de matinale. Mais comme vous l'avez compris, toute cette semaine, il y a le point info avec Taureau Futé. Allez, donc c'est le dernier jour du Taureau Futé. Si vous êtes encore coincé sur la route, laissez-vous porter par ma douce voix, gentiment, augmentez le son. Tout va bien se passer. Les routes sont globalement plus fluides ce matin car plusieurs visiteurs ont raté le réveil à cause de la super soirée de l'afterco du sommet hier soir. Donc certains dorment peut-être encore un petit peu, c'est peut-être pour ça que tout est au vert pour l'instant. Allez, dans les allées centrales, c'est encombré par quelques arrêts photos autour de Tian, youtubeur et de Pauline. Mais bon, tout va bien, tout le monde a le sourire, donc c'est parfait. C'était votre dernier point trafic signé le Taureau Futé. Bonne visite à tous et surtout n'oubliez pas de ramener vos saucissons. Allez, on passe à la séquence d'après. La séquence, c'est le débat DNC FCO. Bonjour à toutes et à tous, quelle introduction magistrale de Jean-Baptiste qui est en grande forme. Chaud. Il s'est sacrifié hier, il n'a pas été à la soirée Afterco pour vous faire une superbe émission ce matin. Merci Jean-Baptiste. Voilà, alors j'ai la chance de recevoir Xavier Bailly de l'INRAE. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors on va parler d'un débat, DNC, FCO, MHE, épidémie. Comment faire pour s'en sortir ou avancer là-dedans? Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais à l'INRAE, ce que fait l'INRAE? Alors du coup, moi, je travaille dans une unité, un groupe qui s'occupe d'épidémiologie des maladies animales et éventuellement zoonotiques qui peut être transmise à l'homme. Et puis généralement, dans INRAE, on a une activité sur la santé animale et on essaye de développer différentes solutions pour contribuer à la gestion des maladies, des aspects sur les vaccins, des aspects sur le diagnostic, des aspects qui peuvent toucher différents domaines avec des applications concrètes. D'accord. Alors quand on parle de sécurité sanitaire, on parle de quoi exactement? C'est quoi? C'est prévenir les épidémies, c'est réagir au plus vite, être le plus réactif possible, savoir quand il faut fermer les frontières ou interdire tout simplement des manifestations? En fait, oui, c'est un ensemble de choses qu'on essaye de mettre en place quand en fait on ne peut plus gérer une maladie de manière individuelle et on a besoin d'une intervention collective. Et du coup, ça peut se traduire concrètement par avoir des actions pour la surveiller, où on a besoin de mobiliser au final tout le monde sur le territoire. Et puis après, développer et mettre en place des outils de lutte pour limiter la propagation, limiter les impacts. Toi, tu bosses du coup sur des modèles, sur de la modélisation justement, sur l'évolution justement de maladies qui se baladent sur notre territoire et justement pour anticiper toutes les mesures. C'est quoi pour être clair et précis sur une maladie, comment on pourrait démontrer ces histoires de modèles pour nos spectateurs? Alors la première chose, c'est qu'on essaye de collecter des données. Ouais. Alors qui peuvent être sur le territoire national. On peut aussi essayer d'anticiper et de chercher en fait des traces de maladies avec des partenaires à l'étranger. Et à partir de là, ce qu'on essaye de voir, c'est où sont distribués les cas, comment le nombre de cas évolue dans le temps. Et on essaye de mettre ça sous une forme mathématique pour déjà bien décrire ce qui se passe, comprendre en fait comment la maladie se propage, et puis après élargir le modèle pour essayer de savoir ce qui va se passer dans le futur. D'accord, donc vous êtes le Météo France quelque part de tout ce qui est sanitaire. Le Taureau Futé. On essaye de faire ça en effet. Après, des fois, on arrive à prévoir ce qui se passe. Alors notamment, on peut essayer d'anticiper des choses. Par exemple, quand on voit des maladies qui arrivent à l'étranger et puis qui vont pouvoir se diffuser un peu en tache d'huile jusqu'à chez nous. Ça a été le cas avec la FCO ou la MHE. Et ça doit nous permettre d'anticiper et d'informer les gens. Puis après, des fois, on a des cas qui sont avec des bons qui sont sûrement liés à des activités humaines.
Et ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à prévoir, comme la DNC. Ouais, mais justement, parlons de la DNC, puisque ça a un impact fort en ce moment dans cette région. Sur le sommet, du coup, on n'a pas d'animaux cette fois-ci, du fait de cette maladie qui fait peur à tout le monde. Vous l'aviez prévu, vous saviez comment elle allait progresser. Depuis quand vous l'avez dans le collimateur, cette maladie ? Alors du coup, sur le fait de prévoir son arrivée, c'était assez difficile parce que comme je disais, on est sur une histoire de circonstances un peu exceptionnelles a priori qui ont permis à la maladie d'arriver. Après, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu au moins une grande épidémie récente en fait, de DNC, de dermatose nodulaire contagieuse en Europe. Il y a une dizaine d'années, en fait, il y a une épidémie qui a traversé pendant 1 an tous les Balkans. Et du coup, les données qui ont été récupérées à cette occasion, elles ont servi de base pour comprendre comment se diffusait la maladie et du coup envisager comment ça se passerait s'il y avait une introduction en France. Et c'est à partir de là, du coup, qu'on a travaillé sur la question. Je vous arrête 2 secondes, les experts. La DNC, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas que des éleveurs qui nous écoutent. Moi, je n'y connais rien. Explique-nous comment ça se propage. Alors, du coup, c'est une maladie virale. Qui se propage notamment entre élevages à partir du coup soit d'introduction d'animaux qui sont déjà infectés ou alors par le biais d'insectes, notamment des tans et des stomox. Et du coup, quelque part, il y a une propagation qui peut se faire assez naturellement grâce à ces insectes qui vont chercher les animaux. Et c'est en ça que c'est en fait très contagieux et très problématique. Et tes modèles en fait que tu vas essayer de travailler, normalement ça doit donner les clés, enfin en tout cas des éléments pour pouvoir prendre les bonnes décisions justement quand il y a des maladies qui arrivent sur le territoire. Donc c'est vachement important en fait ton modèle pour pas avoir des décisions qui soient trop restrictives par rapport à la production, mais en même temps qui protègent sanitairement l'ensemble des troupeaux français. C'est toujours un peu débat, enfin en tout cas là dernièrement ça s'est un peu bagarré on va dire sur ces sujets-là. Toi c'est quoi ton regard par rapport à ça ? Du coup, il y a eu ce travail en amont qui avait été fait en termes d'expertise scientifique pour visualiser, essayer d'envisager en fait ce qui allait se passer. Et de fait, ce qui ressortait de ces travaux, c'est qu'il fallait une combinaison d'actions très fortes pour arriver à juguler l'épidémie. Et quelque part, c'est aussi sur cette base-là qu'on a eu une décision après des acteurs en charge de la gestion qui était très forte. Après, aujourd'hui, au final, on se retrouve dans une situation où, dans les lieux d'introduction, on commence à avoir quelque part une déréglementation. Ça sous-entend qu'en tout cas, on a eu une démarche qui a été effective. Après, on voit bien qu'avec ce qui s'est passé dans le Rhône ou en Espagne, en fait, ça reste fragile, qu'il faut rester concerné. Mais quelque part, il y a quand même eu une certaine efficacité malgré en fait, toutes les difficultés qui sont liées aux choix qui ont été faits. Les principaux problèmes par rapport au déplacement de ces maladies, est-ce que c'est vraiment les insectes ou finalement c'est les déplacements humains qui expliquent peut-être ces bons en fait ? Du coup, c'est sûr qu'il y a souvent 2 modalités, en fait, 2 manières de bouger pour ce type de maladie. Quand on a en fait un déplacement généralement libre des mouches, des tans, des stomox, du coup on a un déplacement qui est quand même à petite distance, comme on disait une nappe. Et puis quand on a des bons, il y a probablement plus d'influence de l'activité humaine. Donc on a les 2 qui jouent. Alors on parle de DNC, on parle de FCO, on parle de MHE. Ça n'arrête pas, ça arrive aussi un peu dans toutes les espèces. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus demain ? Alors du coup, si on parle de FCO et MHE, typiquement, on a des problèmes qui sont liés au changement climatique. Du coup, on a un réchauffement, on a tout un tas de problèmes sanitaires qui sont généralement plus au sud, qui peuvent remonter. En l'occurrence, pour ces 2 maladies, on peut avoir des nouveaux sérotypes qui peuvent être introduits. On sait que ça pose déjà des problèmes à l'heure actuelle en termes de vaccination dans les élevages. Du coup, il faudra innover pour pouvoir avoir des réponses à ça.
Après, on a d'autres maladies qui posent question. On a des interrogations récurrentes sur la peste porcine africaine, par exemple. Du coup, dans le domaine porcin, c'est vraiment un gros problème. On sait qu'en Europe de l'Est, il y a aussi récemment quelques cas de fièvre afteuse. Et ça aussi, c'est des problèmes qui sont vraiment à prendre en compte. Donc grosso modo, tu es d'accord avec Jean Covici, on arrête de faire les transports en avion, ça solutionnera un petit peu les problèmes, on aura moins de déplacements aussi. Non ? Du coup, l'aspect déplacement et mondialisation a forcément un impact en fait, sur la propagation des maladies. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup Xavier pour cette présentation. Je pense que, en tout cas pour moi, c'est plus clair. J'espère que pour nos auditeurs aussi. Et on a Monsieur Baudin qui vient nous parler de la météo en direct. Merci Monsieur Baudin. Ouais, La Thierry, t'es sympa, mais moi j'ai encore des cheveux, c'est bon. Mais t'as pas le costume. Séquence météo des chantiers. Bah oui, parce que pendant que nous on discute, la France travaille, les agriculteurs sont au boulot. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans les étables. C'est la saison des vélages. Donc on va regarder notre carte météo. Et comme voilà, il n'y a pas de trop de surprises, mais c'est bien dans le bassin allaitant que l'activité est le plus démarrée. Avec des vélages qui se passent comme d'habitude, plus ou moins bien, suivant en fait les élevages. Et puis c'est les joies, on va dire, de travailler avec l'humain. Donc des fois tout se passe bien, des fois c'est un peu compliqué, mais effectivement c'est plus dans ces régions-là que comment l'activité de vélage a démarré. Et puis sur l'ouest, on va dire que ça continue à progresser avec l'élevage laitier, qui a un rythme, on va dire, de vélage qui est un peu différent. Petite vague de fraîcheur cette nuit dans les étables. Si vous restez être près de vos animaux pour les accompagner, prenez un petit café quand même les gars. Une couverture, les nuits des fois sont un peu froides et sont bien remplies de surprises. Les charges, qu'est-ce qu'il dit? Les veaux arrivés en pleine forme, ça donne du beau moqueur pour un éleveur. Chaque année, ça reste toujours chargé. Et on peut le dire, la météo des chantiers côté vélage, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça, on va aller le voir du côté d'Océane. Bonjour à tous, c'est Océane Agricultrice. Alors, les vélages, comment ça se passe? Sur 93 vélages, déjà 12 de fait, donc il m'en reste plus que 81. Malheureusement, déjà 3 césariennes, donc une torsion et 2 gros veaux. 20 jours de terme dépassés, donc fallait s'y attendre sur des génisses. 81, les vaches sont gentilles, elles sont en forme, elles sont trop grasses, mais voilà, l'herbe qu'on n'a pas eue cet été, on l'a à l'automne et ce n'est pas sans conséquence. Donc j'espère que les autres, tout se passera pour le mieux. Mais en tout cas, les enfants sont en pleine forme. Merci Océane pour son petit regard d'éleveuse en Franche-Comté, en Saône-et-Loire précisément pour elle. On passe à la séquence vrai ou faux. Alors, vrai ou faux, Xavier, je vais te poser quelques questions. Tu vas voir, de temps en temps, elles sont un peu bizarres. On a des gens qui créent les questions qui sont extraordinaires, qui vont rechercher très loin les sujets. Et là, la première... On bosse quand même. On bosse, alors c'est pour ça. Ouais, il y a du boulot, ouais. Voilà. Première question, l'aéroport d'Amsterdam a recruté des cochons pour faire fuir les oiseaux. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Je savais que des fois on recrutait des rapaces, mais des cochons, je sais pas. Bon, ça paraît bizarre pour des oiseaux, non? Je sais pas, allez, lance-toi, on va voir si à l'INRAE on connaît tout sur les animaux. Faux. Eh ben non, c'est vrai. Oh la vache, non, on connaît pas forcément tout. Bon, ça rentre, je pense pas, dans le rayon de tes activités. L'aéroport de Sinfol, aux Pays-Bas, a recruté une 50aine de cochons qui ont été installés dans les champs voisins. Objectif, effrayer les oiseaux, en particulier les oies, qui représentent un danger pour les avions. Les cochons mangent aussi le reste des récoltes et qui attirent les volatiles. Donc ça permet d'assainir le terrain tout autour. Voilà. Bon, c'est une technique, moi je ne vais pas utiliser parce que dans mes maïs, si déjà j'ai les corbeaux plus les cochons, c'est sûr qu'il n'y aura plus rien. Les voisins doivent être contents. La France compte plus de tracteurs immatriculés que de voitures électriques. Ah, quand même, maintenant, il y en a beaucoup qui circulent, des voitures électriques. Je dirais des voitures électriques plus nombreuses.
ben c'est faux, il reste encore des tracteurs, il y en a beaucoup, des vrais tracteurs, puis des tracteurs un peu cachés dans les granges. Non, il a raison, en effet, il y a moins de... Voilà, il n'y a pas plus de tracteurs que de voitures électriques. Ah bah voilà, mais c'est mon petit... Ok, ça marche. Ouais, côté tracteur, 1 606 000... 1 million... Ah bah allez, plus d'1 million de tracteurs en circulation en 2013. Alors qu'il y a 1,3 million de voitures électriques qui sont présentes, voilà, ça commence à arriver. On prévoit aussi d'atteindre 2 millions de voitures électriques d'ici peu en circulation. Dernière question. Bah oui, en effet, les vaches ont des meilleurs amis et sont stressées quand elles sont séparées d'eux. Voilà, est-ce qu'il y a du copinage entre les vaches? Alors, on a des gens, du coup, pas loin à Clermont, qui travaillent sur ce genre de sujet. Je dirais que oui. D'accord, eh ben oui, en effet, des études menées par des éthologues animaux montrent que les bovins forment des amitiés stables au sein du troupeau. Lorsqu'une vache est séparée de son meilleur ami ou de sa meilleure amie, le rythme cardiaque et son niveau de stress augmentent. Les sources, c'est RTBF-BE. Voilà. Bon, très bien, merci. Alors moi, mon niveau cardiaque, ça va, mais c'est le moment où on a fini cette séquence. On te remercie d'être venu ce matin pour parler d'un sujet qui est très important et qui touche vraiment les éleveurs. Et on va changer d'invité. Désormais, on va recevoir Victor Berton et Tonton en voix du lourd. Donc on te laisse quitter le canapé. Xavier. Merci beaucoup. Donc le sommet touche à sa fin, c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc évidemment, on s'est dit on va faire le point avec Victor. Et puis un ambassadeur, agriculteur ambassadeur en fait de ce salon. Juste du coup, avant d'aller demander un peu l'avis du terrain, puisque ça sera la séquence d'après, Victor, je ne sais pas si tout le monde te connaît, mais rappelle-nous quand même qui tu es pour le salon. Alors pour le salon, je suis le directeur général adjoint du sommet de l'élevage. On a un DG sur le plateau. Et directeur aussi du comptoir des éleveurs. Très bien. Sachant que c'est une affaire de famille chez vous, parce que c'est ton papa qui a lancé le salon il y a 30 ans. C'est mon âge, donc je vais pas rappeler. Non, c'est 34. Non, il l'a lancé la même année que je suis né, donc c'est assez marrant. C'était festif cette année-là. La 34e édition, l'année 1, c'est l'année 0. Donc j'ai 33 ans et c'est la 34e édition. Voilà. Donc c'est un peu. En plus, je suis enfant unique, donc c'est un peu mon frère jumeau, quoi. C'est ça qui est assez marrant. Je l'ai vu hier soir. Il y a la petite moustache qui va bien aussi. Tonton, t'es qui toi, Tonton? Moi, je suis Jérémy Lissinier, agriculteur en Isère et donc directeur général du sommet, au-dessus de mon adjoint. C'est moi qui dirige. Non, il y a toujours des problèmes de taille, il faut toujours qu'ils se montent au-dessus des autres. Toujours. Non, je suis agriculteur-éleveur en Isère et associé dans un GAEC où on fait de la transformation. Très bien. On va aller faire une séquence pour écouter l'avis du terrain. On a posé des questions à des gens qui étaient dans des allées. Et cette semaine, on leur a demandé... on va écouter l'avis du terrain. Voilà, jingle. Franchement, t'as compris quelque chose à la DNC ou t'attends encore des consignes claires? J'attends encore des consignes claires. Alors j'ai regardé par rapport à la DNC, l'État nous dit voilà, il faut éliminer les élevages qui ont été infectés par le thon. On sait que ça peut marcher, le problème c'est le côté émotionnel pour les gens qui subissent la perte d'un troupeau. C'est très compliqué parce qu'on n'élève pas des animaux pour tous les tuer de manière massive, même si dans notre quotidien d'éleveur on a des bêtes qui partent régulièrement à l'abattoir. C'est un peu différent que de voir partir des jeunes veaux qu'on élève qui devaient faire des vaches et qui devaient faire des reproducteurs. Disons, l'Europe veut qu'on élimine ces troupeaux-là touchés pour éviter de contaminer plus loin. C'est vrai que peut-être qu'il vaut mieux perdre une petite partie des troupeaux que d'être embêté sur tout plein de troupeaux au niveau national. Donc c'est un débat scientifique qui est pas facile qui a des arguments et des contre-arguments, quoi. Bon, je pense qu'on va attendre des consignes, parce qu'il ne faut pas exagérer. Bon, donc un petit avis DNC, c'est le sujet un peu d'actualité forcément. T'avais compris quelque chose? Vous aviez compris quelque chose sur la DNC, sur l'évolution de cette maladie? C'était clair pour toi?
Moi, ça a été clair du fait qu'on n'a pas eu de bovins au sommet. Je m'y suis quand même intéressé un petit peu. Bon, c'est une maladie compliquée, il faut pas prendre de risques. Ça, c'est une certitude. Et le sommet de l'élevage, on ne prendra jamais de risques et surtout pas pour en faire porter aux éleveurs, parce que les éleveurs, c'est notre moteur, c'est pour eux qu'on travaille, hein, c'est pas pour d'autres personnes. Donc, ouais, c'est une maladie compliquée. Nous, ça nous a quand même affecté. Le sommet de l'élevage, c'est quand même un sommet de l'élevage sans les vaches. Ça n'a pas le même goût. Mais j'ai déjà des idées de communication pour l'année prochaine et je vois bien. On va en parler. Voilà. On va en parler. Toi, ton regard par rapport à tout ça? Moi, en tant qu'éleveur, c'est vrai que c'est une maladie compliquée. Après, comme dit Victor, faut pas prendre de risques. Mais moi, ce qui me déçoit un petit peu dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on prend plus aucun risque. Dès qu'il y a quelque chose, on s'arrête, on stoppe, on attend. Moi, des fois, j'aimerais qu'on prenne des risques. Tu vois, j'aimerais qu'on essaye d'aller contre ça. Et c'est un peu compliqué aussi, on peut voir les deux tranchants, tu vois. C'est ce qui est un petit peu tatillon sur cette maladie. J'étais en relation avec les éleveurs qui ont été abattus totalement. Émotionnellement, c'est très compliqué. Très très compliqué. Surtout quand tu sais que c'est pas tout ton troupeau qui l'a. Et que quand toi tu es abattu pour protéger tes collègues, que tu as un foyer qui se déclare à 60 km de chez toi, tu te dis... Pourquoi Pourquoi tu vois. Pour ça que des fois je me dis un petit peu d'audace. Des fois, peut-être. D'ailleurs, on peut que les soutenir, tous ces éleveurs qui ont été directement concernés. Gros soutien moral à eux, et même s'ils n'ont pas pu venir cette année, nous on est là pour essayer de continuer à faire vivre le sommet, malgré tout ça, pour pas que le sommet s'éteigne, parce que c'était quand même une bonne partie de l'élevage. Mais il faut penser qu'il y a aussi tous les autres. Et le boulot qui a été fait derrière, on peut pas l'effacer comme ça sous un prétexte de maladie ou quoi que ce soit. Ouais, il faut pas oublier que c'est pas un outil de travail, les animaux, c'est aussi avec eux qu'on vit. Alors moi je suis pas éleveur, donc voilà, je peux bien en parler. Moi je vois mes collègues éleveurs qui sont passionnés, qui adorent ça, qui ont jamais lâché l'affaire alors que les conditions étaient plus compliquées. On arrive dans des périodes peut-être un peu plus faciles pour l'élevage en termes de prix en tout cas, mais c'est vrai que c'est très pesant et moi j'en vois qui sont à la limite de la rupture quelque part parce que c'est gros coup moral. Dur. Très très gros coup moral. Moi, il y a quelque chose quand même que je tiens à dire, mais c'est le travail d'une vie, son cheptel. C'est même plus que d'une vie, c'est le travail d'une famille, de générations et des générations entières. Voilà. Comment on peut projeter justement un salon, le sommet, qui est un grand rassemblement bovin, face à une évolution où il y a souvent des maladies aujourd'hui c'est la DNC ici, ça peut être la FCO autre part dans d'autres temps. Comment tu peux avoir un salon qui se prémunit ou qui peut continuer à vivre avec cette évolution sanitaire qu'on connaît? C'est compliqué, mais il faut savoir que dans l'événementiel, déjà, on sait s'adapter. Il y a toujours des imprévus. Des imprévus, ça peut être le Covid, comme on a eu, ça peut être du vent, ça peut être des maladies sur les bovins. En plus, nous, comme on a énormément de vivants au sein du sommet, c'est plus compliqué. Après, je vois d'autres salons à l'étranger. Vous voyez, vous allez en Allemagne, il y a 40 vaches. Nous, ça arrivera jamais. Nous, on veut maintenir nos concours et on fera tout pour les maintenir et avoir un maximum d'animaux au sein du sommet de l'élevage. C'est symbolique quand même, une vache au sommet de l'élevage. Et concrètement, comment ça s'est passé? Vous avez su quand? La décision a été prise quand? Parce que ça doit être hyper compliqué, quoi. On a vraiment su le lundi, une semaine avant, quoi. Donc c'est-à-dire on a eu 7 jours pour se retourner. 7 jours, quoi. Les frais étaient engagés, le Zénith était loué, les chapiteaux étaient montés, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'investissements qui n'ont pas porté ses fruits cette année, donc c'est plutôt compliqué quand même, on va dire, sur cet aspect-là. Mais moi, je tiens à souligner quand même la super résilience des organisateurs, mais surtout des exposants. Il n'y en a pas un qui est pas venu. Même on en a eu 2-3 qui nous ont dit mais vous n'aurez pas un peu de place, donc on en a ajouté. Il y en a toujours qui se faufilent. Et après, surtout aussi des visiteurs qui étaient là, qui ont répondu présent, et on peut que les remercier, quoi. Du coup, ça dit quoi en nombre d'entrées cette année? C'est un petit peu plus faible que d'habitude ou ça se maintient?
Ça va dépendre des jours, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est de vous dire que, par exemple, hier, on a fait 1000 entrées de plus que l'année dernière. Alors, moi, je peux vous l'expliquer assez simplement, c'est que quand vous êtes éleveur salaire, je pense que vous allez venir le jour où il y a le concours salaire, parce que ça apporte un peu plus de valeur. Vous n'avez pas simplement que venir voir des machines, mais aussi, bon, le sommet, c'est la convivialité, donc vous venez un peu faire la fête. Mais quand vous n'avez plus les concours, peut-être que vous venez, du coup, pour voir des machines, mais aussi faire un peu la fête, et ça c'est le jeudi. Donc, voilà. C'est le jeudi la fête. Ah bon? C'est tous les soirs. Moi je rejoins Victor sur le fait que les gens qui ne sont pas venus voir les vaches, notamment sûrement des éleveurs ou contours des éleveurs, sont venus voir ce qu'ils ne voyaient pas d'habitude. Parce que même nous, on joue en tant qu'influenceurs. On est sur le sommet, quoi. On passe beaucoup de temps aux bêtes pour les concours et tout, et du coup on voit pas le reste du salon. Que là, on a pu vraiment se promener, voir, étudier. Enfin, je pense que tu as raison dans ce que tu dis, où les gens sont venus voir ce qu'ils voyaient pas les autres années. Du coup, d'ailleurs, toi, tu es ambassadeur du sommet. Enfin, tu fais partie des 4 ambassadeurs. Ça voulait dire quoi, ambassadeur? Ça voulait dire que je représente, enfin je dis je, mais nous sommes 4, donc on représente le sommet sur les réseaux, on fait vivre le sommet à travers nos réseaux, on le vend, quoi. Et puis en même temps, Victor, il nous paye pour ça, quoi. Non, je rigole. non, déjà moi c'était une grosse fierté parce que qu'on m'ait choisi en tant qu'ambassadeur, pour moi c'était vraiment un bonheur. J'adore ce salon, ça fait la 4e année que je viens et pour rien au monde je raterai ça, quoi. Et je continuerai, et s'il y a une place d'ambassadeur pour l'année prochaine, Victor, je suis preneur. Le gars il pose son CV, quoi. Oui, il y avait Océane, Pauline, Éthodiversité, et Alex de Prodil. Et moi. Ouais. Toi c'est depuis tout le temps, enfin depuis qu'on se connaît, alors je sais pas si c'était tout le temps, mais depuis qu'on se connaît, tu as quand même une vision très à jouer avec les créateurs de contenu, en tout cas à faire de la visibilité un maximum pour faire rayonner le salon un maximum. Pour toi, du coup, c'est important de mettre en avant ces ambassadeurs, ou en tout cas d'avoir des ambassadeurs? Les ambassadeurs tout particulièrement, ça permet aussi de mettre en lumière le travail qu'ils font, qui est pour moi remarquable sur les réseaux sociaux au quotidien pour faire briller le métier d'agriculteur. Après, vous savez, organiser un événement, c'est réunir des réseaux. Et là, souvent, c'est ce que je dis, c'est aussi ils ont des réseaux hyper importants, souvent ces influenceurs, ces ambassadeurs, et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi que eux se mobilisent pour leur filière, parce qu'à la fin ils appartiennent aussi à cette filière, et je pense que c'est limite même, selon moi, mais un devoir que de faire ça, parce que on voit qu'on arrive à faire quand même des grandes choses quand on est tous ensemble, et on arrive à faire rayonner l'élevage, rayonner l'agriculture, faire des pressions politiques pour dire non au Mercosur. Voilà, c'est quand même important. Moi, je voulais te remercier aussi au nom des autres aussi influenceurs, parce qu'il y a les ambassadeurs, mais il y a plein de monde. Tu es dans les premiers, en tout cas, à nous avoir fait confiance, à nous mettre en avant, à nous valoriser. C'est pas toujours évident, parce que nous, on défend notre métier, et de temps en temps, on a l'impression de pas être reconnu, pas par les agriculteurs et nos suiveurs, parce que c'est vraiment toujours extraordinaire, mais parfois par les institutions, par les structures. Il y a une peur, il y a une crainte, mais on n'est pas méchant, on ne mange personne, et quand on est bien accueilli, on essaye de faire de notre mieux aussi pour le rendre avec tout notre cœur. Alors merci Victor. Et moi je voulais dire, on est souvent assimilé un peu à ceux qu'on voit à la télévision, les anges de la terre-réalité, parce qu'on appelle ça des influenceurs. Mais c'est pas toi qui vas vendre du shampoing. T'aurais bien voulu être dans une villa avec une piscine et tout. Non, même pas, tu vois, on n'a même pas envie. Mais c'est qu'on n'est pas dans la même catégorie de personnes. Nous, on essaye d'être influenceurs, entre guillemets, de montrer notre métier, comme dit Victor. On veut pas montrer notre cul à la télé et dire acheter le dernier string vendu, tu vois. Non, nous on veut faire progresser notre métier, et c'est grâce à des gens aussi comme Victor qui nous permettent de le faire, quoi. Qu'est-ce que t'es émouvant, tonton. Ce que je veux dire, c'est aussi, pour nous au sommet de l'élevage, un influenceur, il est traité au même titre qu'un journaliste. On fait venir des journalistes quand même de, je crois, de plus de 60 pays. C'est hyper important, et moi je trouve que en plus leur discours est souvent encore plus franc, plus vrai, plus authentique, et le sommet de l'élevage c'est aussi ça, c'est de l'authenticité, c'est de la simplicité, voilà. Alors on a une petite rubrique qui est la question qui fâche.
Alors c'est un sujet qu'on a déjà commencé un peu à aborder, mais la question qui fâche, qui était prévue, c'est le sommet doit-il s'imaginer régulièrement sans les animaux? Tu l'as évoqué, c'est pas possible d'imaginer un sommet sans animaux. Voilà, c'est très 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 clair que non, on aura toujours des animaux et même je peux vous faire une petite annonce parce que c'est décidé. Vous voyez à le Zénith pour le bovin viande, on a dès l'année prochaine, on va avoir le ring laitier qui va être déplacé sur le parking laitier. On va aplanir, on va avoir 20 000 m² d'exposition en plus et il va y avoir un ring, on va dire cloisonné, c'est un zénith temporaire si vous voulez, mais on va encore monter en gamme aussi pour l'élevage laitier du coup. Voilà, pour les concours laitiers. Ouais. Ok, c'est bien, ça, c'est une envie de progresser. Et toi, tu as toujours des envies de faire rayonner, d'impulser de nouvelles idées. Alors là, c'est les animaux, mais on peut parler du banquet aussi que tu as essayé d'impulser. Il y avait une grosse soirée mardi soir qui sera peut-être une soirée que tout le monde va connaître et tout le monde aura envie de venir autant que la soirée des JA du jeudi. Ouais, le grand banquet, c'est un peu. On essaie toujours d'aller chercher des nouveautés. Et puis, je tiens quand même à le souligner, il faut le dire. Et je veux vous dire aussi merci parce que vous faites partie de l'aventure. C'est eux derrière les vidéos qui vont sortir. Vous allez voir, c'est prometteur. J'ai vu quelques extraits. Voilà. C'était un peu mou cette année, moi je trouve. Un peu mou. Pas très solide les tables. C'était génial. C'était génial. Ce qui était assez bien dans cette soirée, il y avait un brassage, on était plus de 1000, il y a un brassage entre les éleveurs, les exposants et le fait de vivre vraiment en communauté sur ce sommet, quoi, entre ces différents profils, quoi. Ouais, exactement. C'était marrant de voir un banquier avec un tractoriste, avec un éleveur et avec même le préfet dans la salle ils ont joué le jeu, ils ont tous dansé, ils ont dansé, ils ont bien mangé. Et la Après, côte de on bœuf reste quand même tous des humains à la base. Ah bah oui. Peu importe la casquette que tu as, tu restes une personne qui aime t'amuser. Et franchement, si t'as pas été au banquet du sommet, t'as raté ta vie, quoi. C'est pas possible autrement. Il n'y a pas d'autre chose. Vous pouvez déjà prendre les places pour les prochaines. Est-ce qu'il y a des autres nouveautés l'année prochaine? On spoil un peu ou pas? On va essayer de les garder et de les faire découvrir au long de l'année, sinon j'aurais plus rien à dire. Mais oui, on travaille sur quelques petites nouveautés, des choses sympas, des choses qu'on va développer. Enfin, peut-être par exemple, je pense qu'il y a quelques nouveautés qui étaient en test un peu cette année, par exemple la traduction simultanée en IA pour les étrangers, leur permettre d'accéder à nos 160 conférences grâce à de l'IA, capter encore plus de conférences aussi parce que des fois on n'a pas le temps on vient pas le bonjour et pourtant on avait une conférence qui nous intéressait et c'est dommage de pas pouvoir proposer ça aux agriculteurs qui ont besoin certainement de cette information, de cette dernière recherche portée par l'INRAE. Voilà. Donc il y a des choses des fois simples et on va aussi essayer de renforcer toutes les nouveautés qu'on a proposées ces dernières années aussi. Ça c'est un vrai travail et il faut les faire monter en puissance, que ce soit le comptoir des éleveurs, que ce soit la marketplace, que ce soit notre communauté. Voilà. Bon, on va passer à la dernière séquence qui est une séquence où on va apprendre à vous connaître, qui est la séquence Qui es-tu? Alors. Thierry est précoce, on le sait. Tout le monde ne le sait pas encore. Bon, allez, je vais lancer la première question, on va voir. Allez, Victor, charolaise ou primochtène? Moi, je vais être charolaise, allez, charolaise. Bon, ok. Tonton. Moi, Primolstein. Il y en a plein à la maison. D'accord. Bon, moi, c'est mixte, c'est équilibré. Par contre, dans l'assiette, la charolaise. Ah, d'accord. Chacun a sa vocation. Autre dilemme, tracteur ancien ou dernier modèle connecté, tonton? Je serais plus sur les anciens, moi, passionné de mécanique. Quand c'est en panne, je répare. Les nouveaux, quand c'est en panne, j'appelle. Ouais. Toi, t'aimes bien quand ça fume noir et que ça sent le fioul, quoi. Ah bah oui, bon, faut que ça fume. Un peu comme tonton, quoi. Il y a tellement de monde qui roule en voiture électrique, il faut bien que moi, je me dévoue pour continuer à polluer un petit peu, tu vois. Merci, tonton. Il fait de son mieux pour nous aider, lui. Je suis au taquet. Victor, toi, tu serais plutôt tracteur ancien ou tracteur dernier cri?
Bon, bah alors je vais prendre le contre-pied. Non, c'est le dernier cri parce que le sommet de l'élevage, par exemple, c'est aussi montrer les dernières innovations. C'est pas forcément montrer les anciens tracteurs. Ça s'appelle un musée. Nous, on est un salon. Voilà. Bon, allez, question suivante. On va reparler un peu de technologie. Alors, j'ai pas tout à fait compris la question. IA ou monte naturelle? Et moi, je suis très technophile et j'adore ça. Et on a mis d'ailleurs pas mal d'intelligence artificielle sur l'application mobile, sur notre site internet pour aider notamment les exposants, les visiteurs à venir. Donc, je vais être intelligence artificielle. Alors, on parlera de la monte naturelle plus tard. Ouais. Moi, je vais la reposer parce que c'est insémination artificielle ou monte naturelle. En fait, c'est pour ça que j'ai pas compris la question. Désolé, je croyais que c'était un peu c'est IA ou IA parce que souvent on confond les deux. Ah bah voilà. Non mais quand t'es pas éleveur, bah voilà ce qui arrive. Hein. T'es une quiche. Bon, tonton. Vous voulez des photos de la monte naturelle? Donc t'es plutôt comment toi, tonton? IA ou monte naturelle? Alors personnellement monte naturelle à la maison, mais par contre au boulot IA, ouais. IA. D'accord. Toi tu veux pas d'inséminateur à la maison quoi? Non, je vais me débrouiller. Ça va aller. Bisous chérie, elle me regarde d'ailleurs. Allez. Désolé de ne pas avoir compris la question. Nous sommes vendredi et pourtant je n'ai pas participé à la soirée After Co, je vous le promets. Ça devrait être plus simple et plus clair. Est-ce que vous êtes plutôt aligot ou truffade, tonton? Aligot. Ouais. Et toi? Ouais, moi je suis aligot aussi. Je suis team aligot, j'adore ça. Bon, après les deux dans l'assiette c'est pareil, hein. C'est mort. Dis-moi tonton, plutôt dur ou plutôt molle? Je parle de fromage, hein. Plutôt fromage à pâte molle ou à pâte dure? J'ai failli me faire avoir. Pâte dure. Moi je suis plutôt, j'aime bien les choses crémeuses, donc voilà, pâte molle. On parlait bien de fromage, hein, on est d'accord. Oui, le fromage bien sûr, toujours. Est-ce que tu es plutôt tonton story courte ou vlog long? Non, courte. Bah moi TikTok, vidéo courte, je préfère. Plus facile, plus technique, avec le boulot, plus simple à faire. Et puis après, plus long le soir. tu fais combien de vues d'habitude quand tu lances une vidéo? Ça dépend. Là, je crois qu'on a fait les moyennes des stories de ce week-end. On est à 25 000 vues par story. En moyenne. C'est pas mal. Pas mal. Story courte ou vlog long? Je vais dire avant, j'étais plutôt, j'aimais bien consommer beaucoup rapidement de contenu. Puis je me suis mis à apprécier, par exemple, les longs podcasts. Je me suis mis vraiment à apprécier aussi ces formats un peu plus longs. Et donc, en ce moment, je vais être plus sur ces formats longs. Voilà. Très bien. Ça, c'est la maturité. Hein. On apprécie d'écouter. Alors, tu l'écoutes pas dans ton tracteur, toi, si? Non, moi, j'ai pas de tracteur. Sur la route. Je suis pas exploitant. Ouais, non, moi, j'ai une petite routine. J'aime bien aller courir le soir et en fait, d'écouter mes podcasts le soir, ça me motive même à aller courir parce que j'ai hâte de les écouter, en fait. C'est quoi tes podcasts préférés? Alors, j'en ai plusieurs. Le podcast des éleveurs, bien sûr. Non, du copain. Je me fais de l'autopromo. Non, il y a 2-3 podcasts. Moi j'aime bien. Je vous ai dit, je suis technophile. Il y en a un, ça s'appelle Silicon Carnet. C'est un mec qui est en fait dans la Silicon Valley, mais qui fait un podcast en français sur les dernières technologies. Et ça fait partie de mes podcasts préférés. Silicon Carnet avec un nom pareil, ouais. Forcément, ça marche bien. La clé des champs, j'imagine. La clé des champs, c'est top. Les échos de ferme aussi. Franchement, c'est chapeau bas parce que c'est génial. Mais voilà. C'était pour. Et toi, tu parlerais pas de confession cornichon par hasard? Confession cornichon. Mais oui, alors c'est vrai que c'est mixte entre une émission longue, mais on est sur un format long et sur le format podcast. Donc oui, à écouter dans votre acteur sans limite. Voilà. Allez, dernier dilemme, plutôt clé de 13 ou tournevis, tonton? Clé de 13. Ouais, comme je sais pas trop me servir de tout ça, moi, ni l'un ni l'autre. Laisse tomber, je vais t'aider du coup. Okay. Bon, j'appelle tonton, moi, c'est le téléphone. En tout cas, ça tombe bien parce que ça sera l'émission tout à l'heure qu'on va animer ensemble, ton émission Exactement. Clé 13, et on va parler de peinture Raptor. On va parler de peinture Raptor. Ouais, mais avant ça, il y aura quoi comme émission? Double culture. Ouais. Et on va parler. Je sais pas. Agritourisme. Voilà, parfait. Bon, on va conclure cette émission. On peut pas conclure quand même sans avoir une information. Sait-on jamais, Victor? C'est quoi la race à l'honneur l'année prochaine?
Ouais, c'est. Il veut pas nous le dire. Non, non, c'est connu. Nous, on a le calendrier, je crois, jusqu'en 2032 déjà. Donc, c'est la limousine l'année prochaine. Voilà. Ok, ça marche. Vous avez déjà identifié la vache pour faire les photos? On y travaille. On a fait des shootings déjà et l'affiche va sortir très prochainement. Les dates du sommet 2026? En fait, ça commence toujours le premier mardi d'octobre. Donc, le premier prochain mardi, c'est du 6 au 9. Ouais, ça. 6 au 9, très bien. C'est bien, il a bien révisé. Chérie, pose une semaine de congé, tu viens l'année prochaine. Petit message bon, personnel. En tout cas, merci beaucoup pour cette dernière matinale. C'était un plaisir. Et on se dit, qu'est-ce qu'on se dit? C'est quoi notre formule déjà? Tout ce qu'on se dit au sommet reste au sommet ou pas. Ou pas. Voilà. Voilà. Allez, merci. Salut. Allez, merci à vous. Bonne journée. Ciao.